Allez mes amis, c'est parti, l'année 2022 en train de se terminer. Dans quelques heures, nous allons basculer dans l'année 2023. Dans cette vidéo, avant tout, je voudrais vous apporter mes meilleurs voeux pour cette année qui va bientôt commencer. Je vous souhaite avant tout bien sûr la santé. Sans la santé, rien n'est grave dans notre vie. Donc ça, en tout cas pour moi, c'est la priorité numéro une. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport. Pour ça, dans mes résolutions pour l'année prochaine, la santé, ça va toujours sur la première place. J'ai toujours des challenges sportifs pour chaque année que je me fixe. Et dans cette vidéo, je veux pas parler de la bourse. Si, je veux parler quand même un tout petit peu parce que ça reste quand même une chaîne économique. Mais je n'ai pas envie de parler de la bourse parce que j'en ai un peu marre. J'ai envie de me reposer, vider un peu l'esprit. Je pense que vous avez cru que je vous ai oublié pendant les fêtes. J'ai pas oublié, je voulais prendre une pause, je fais une petite pause. Je me sens un petit peu plus reposé. On va repartir dans un travail actif à partir de la semaine prochaine. On a beaucoup de boulot, franchement il est assez compliqué un petit peu la situation. Dans cette vidéo je vais faire rapidement la rétrospective de l'année 2022 et je vais vous apporter quelques, peut-être pas prévisions, je sais pas comment on peut appeler ça, je n'aime pas faire les prévisions tout court parce que ça sert absolument à rien. Et d'ailleurs l'année 2022 nous a prouvé une nouvelle fois que les prévisions c'est un petit peu de la rigolade. Ce que je veux faire, c'est juste pour vous donner mon avis en un instant donné, comment je vois l'année 2023, pardon, et on va voir quels étaient les événements majeurs de l'année qui est en train de se terminer. L'année 2022, elle était compliquée, c'est le moins que je puisse dire. Surtout pour moi, en fait, parce que je suis d'origine russe, comme vous le savez, c'était particulièrement compliqué avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui s'est passé. Donc, pour être honnête, j'ai mal vécu cette période, surtout le début de la guerre. Donc là, je pense que ça a été assez visible dans mes vidéos de cette période-là. Mais en même temps, j'ai un petit peu le sentiment mix parce que pendant l'année 2022, j'ai réalisé mon rêve. C'est un rêve que j'avais en tête depuis plusieurs années. C'est de déménager en Provence, dans le sud de la France. C'est là où je suis actuellement en train de vous faire cette vidéo. Vous voyez que je commence à équiper mon bureau. Donc il y a énormément de travaux encore qui seront prévus pour l'année 2023. Ça fait partie de mes projets, notamment pour l'année prochaine, pour finir l'installation, pour équiper mon bureau, pour que ça devienne un vrai studio où je vais enregistrer les vidéos Mind You Cash. On aura aussi des différentes lumières, machin. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus, vous allez voir. Et une de mes résolutions, c'est d'augmenter la qualité de vidéo. Je vais faire la vidéo en 4K. Maintenant, j'ai une caméra que j'ai eu que le Père Noël m'a apporté. C'est une GoPro, la nouvelle version de GoPro. Voilà, donc c'est pour améliorer la qualité. Après, je devrais faire des ouvertures pour avoir une meilleure vue. Voilà. Ça va être sympa, j'espère. Ça va être sympa, vous allez voir. Et sur ma chaîne Instagram, où je publie un petit peu des informations sur ma vie en Provence, sur mon installation, un petit peu sur la région. Je veux publier un peu les infos, comment je m'installe, comment ça évolue mon bureau. Pour l'instant, vous voyez que c'est un peu pauvre, donc là ça commence à prendre de la forme, mais c'est quand même encore assez léger. Donc voilà, pour moi il y a deux sentiments en fait un petit peu mitigés pour cette année. Donc d'un côté une réalisation d'un rêve, donc maintenant je suis finalement chez moi, je me suis installé définitivement, j'espère que je vais rester ici pour longtemps, pour jusqu'à la fin de ma vie je pense. Donc et j'adore tellement cette région que je n'ai pas prévu de bouger du tout. Et d'un autre côté, effectivement, il y a eu des événements beaucoup moins positifs, donc comme la guerre en Ukraine que j'ai mentionné. J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui parce que bon, c'est quand même très triste comme sujet. Après, il y a eu les marchés, donc là on revient sur le sujet principal de ma chaîne. Les marchés c'était compliqué, tous les indices ont baissé, donc S&P 500 il est à moins 16% si je ne me trompe pas. Nasdaq il est à plus de moins 20%, donc on a tout chuté, donc on va très rapidement voir pourquoi. Bon, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'année 2022, elle a commencé déjà par la baisse, vous savez, donc c'était une année négative dès premiers jours, donc le S&P 500 a commencé à baisser dès janvier. Pas pour les mêmes raisons, parce que tout a changé évidemment en février 2024, pardon, en 24 février 2022, voilà, cette journée tragique quand la Russie a commencé cette guerre. On m'a beaucoup critiqué que j'ai parlé trop sur la chaîne de cet événement, mais cet événement il était absolument majeur. Et la baisse de ces indices, et notamment d'ailleurs la baisse de la tech américaine, c'est lié presque directement à ce conflit. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Parce que le consensus de ménage, je vais vous faire revenir un an en arrière, c'était que voilà, on sort du Covid au début de l'année, c'était comme ça qu'on avait c'est ce qu'on avait en tête au début de l'année 2022. On se disait, ok, c'est une période
transitoire compliquée. Vous vous souvenez, Energy Crunch, il y a eu des pénuries, des semi-conducteurs, de tout. Bon, en fait, tout était un petit peu en pénurie. La réouverture, elle était très dynamique. Tout le monde voulait consommer, tout le monde voulait sortir, c'est normal. Et donc, du coup, ça a fait un spike de l'inflation que le régulateur, donc notamment la Réserve fédérale, disait qui était censé être temporaire. Je vous ai déjà parlé beaucoup de fois pendant mes vidéos de Café de Dimanche que j'étais d'accord avec la posture de la Fed à l'époque, je pensais aussi que c'était temporaire, mais la guerre en Ukraine, elle a tout changé, parce qu'elle a accentué ce phénomène, donc du coup, et ce qui était prévu d'être temporaire, finalement, a duré, donc elle durait beaucoup plus longtemps que prévu, et on a dû transformer quasiment tout notre système énergétique, notamment mondial. Donc on a dû renoncer au gaz russe et progressivement au pétrole russe. Donc pétrole russe, c'était plus progressif. Le gars, il y a eu l'explosion des gazoducs. Moi, je ne veux pas vous reprendre toutes ces histoires-là. Je pense que vous êtes tous au courant. Et maintenant, vous savez, la carte énergétique européenne et même mondiale ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au début de cette année. Donc aujourd'hui, c'est LNG, le GNL, qui est en vogue, en fait, que c'est vraiment l'énergie principale pour alimenter les réserves européennes en gaz et donc l'électricité, quoi. Et la dépendance de l'Europe du gaz russe, elle est passée en dessous de 10%, et avant de ces événements, c'était au-delà de 30%, si ma mémoire est bonne. En tout cas, vous voyez, donc tout a changé, et pendant cette période transitoire, on a vu l'explosion des prix du gaz, on a vu l'explosion des prix du pétrole, tout a été chamboulé par ces événements, et vu que l'inflation a explosé, et là on a perdu le contrôle sur l'inflation, forcément la Réserve fédérale ainsi que les autres banques centrales ont dû continuer à augmenter les taux, ce qui n'était pas prévu avant la guerre en Ukraine. Et vu qu'ils ont continué à augmenter les taux et donné, on va dire, les forecasts de encore plus d'augmentation des taux pour les mois à venir, ça a affecté de manière très négative les actions technologiques qui sont très sensibles aux taux. Vous voyez, la relation dans tout le monde économique, c'est que tout tourne autour de la politique monétaire. La politique monétaire, elle regarde plusieurs critères macroéconomiques. C'est l'inflation, avant tout, bon, ça c'est le dynamisme des prix. Elle regarde aussi le chômage. Après, ça dépend des banques centrales. Chaque banque centrale a son propre mandat. Mais si on parle de la Réserve fédérale, donc elle regarde principalement l'inflation et le chômage. Donc c'est ça, ça fait partie de son mandat. Et le chômage tenait plutôt bien et l'inflation n'était pas du tout à des niveaux qui ont été attendus. Et la tech, vu qu'elle est valorisée par rapport à ses flux futurs, donc elle est sensible au taux. Donc plus le taux est élevé, plus ce discounting factor, qui est le paramètre principal de la valorisation des cash flows futurs, plus elle est important. Forcément, ça a fait revaloriser tous les titres qui étaient valorisés on va dire correctement avec un taux à 0, n'était plus valorisé correctement avec un taux à 5%. Donc, vous voyez, donc ça, tout est lié dans l'économie, et c'est comme ça que finalement la guerre en Ukraine, qu'on peut croire que ça n'a rien à voir, ça a affecté les titres comme Netflix, comme Amazon, etc., etc. Donc, vous voyez, tout est logique dans ce monde si on comprend bien comment toute cette chaîne économique fonctionne et comment les liens sont constitués entre les différentes composantes de cette chaîne. Après, on va regarder quels étaient les secteurs les plus porteurs de cette année 2022. Donc, c'était évidemment le secteur énergétique. Évidemment, c'était une erreur que moi j'ai fait. Déjà, à la base, vous avez probablement remarqué, si vous êtes avec moi depuis longtemps, et si c'est le cas, je vous remercie pour votre confiance à nouveau, que je ne suis pas un grand fan du secteur énergétique. Les raisons sont multiples. Il y a des raisons objectives, il y a des raisons subjectives. Les raisons objectives, c'est parce que c'est très volatile, parce que le secteur énergétique, il est presque indexé sur les prix de matières premières qui sont extrêmement difficiles à évaluer et à pronostiquer. Je vous rappelle, mine de rien, qu'il y a 2 ans seulement, pile poil presque, on était sur le pétrole, on était à moins 30 $. Donc réfléchissez bien en fait, comment le monde des comos peut changer vite. Et aujourd'hui nous sommes à 80 et certains nous prédisent que les prix du pétrole peuvent dépasser 100 $, aller jusqu'à 200 $, mais peu importe. Après c'est vrai que c'est tout
tout est possible sur ce marché. C'est ça qui est très important à comprendre, que ce marché il est très difficile à anticiper parce que ça dépend de la politique, ça dépend de l'économie, ça dépend des récessions, pas récessions, des cours de devises même. En fait, il y a une énorme quantité de critères qui rentrent en jeu pour évaluer les cours des matières premières. Donc du coup, j'ai été un peu sous-investi sur ce secteur pour cette raison-là, parce que moi je croyais que à la fin de l'année précédente, donc 2021 et début de l'année 2022, c'était plus la hausse des prix de l'énergie, c'était plus lié à la période ex-Covid. J'avais raison à l'époque, donc parce que je pense que s'il n'y avait pas de guerre en Ukraine, c'est comme ça que ça se passerait. Mais par contre, la guerre en Ukraine, elle a tout changé et l'a rendu le secteur qui pour moi n'était pas attractif, et là immédiatement rendu extrêmement attractif. Et surtout les entreprises de la GNL qui restent toujours intéressantes. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous pouvons noter pour l'année prochaine, que la GNL va rester le secteur extrêmement intéressant. Donc les sociétés comme GTT en France, comme Cheniere aux États-Unis, notamment Cheniere d'ailleurs, que ce sera vraiment un roi du pétrole, un nouveau roi du gaz en fait, dans le monde énergétique nouveau après la guerre en Ukraine, après la sortie de la Russie de tous les marchés. Cheniere va en bénéficier énormément parce qu'elle va livrer dans des quantités énormes de GNL en Europe. Les États-Unis, comme d'habitude, vous savez, donc quoi qu'il en arrive, elles s'en sortent gagnants. Donc là, c'est pas une exception ce conflit. Poutine voulait faire mal aux États-Unis, mais finalement, il les a apporté un gros cadeau, en tout cas de point de vue économique. Et finalement, ils vont évidemment profiter de cette situation pour augmenter la dépendance de l'Europe du gaz liquéfié en provenance des États-Unis. Donc voilà, donc ça il faut noter aussi pour l'année suivante, mais si on revient sur l'année passée, que ce secteur j'ai complètement raté, donc malheureusement je ne peux pas le savoir. Dans mon scénario de base, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il y avait toujours des tensions, je comprenais pourquoi, mais pour moi ça devait rester aussi des tensions un tout petit peu, on va dire, politico-provocatrices, et pas plus. Mais là, je m'attendais évidemment pas à une guerre d'une telle ampleur. Maintenant, nous sommes complètement dans une situation différente. Maintenant, toutes les sociétés auxquelles je ne m'entendais pas à la performance, comme Total Energy, que j'avais dans mon portefeuille, j'en ai profité. Vous avez vu, ceux qui sont abonnés sur Mind Cash Premium, que Total, j'ai fermé à 58 et quelques euros il n'y a pas longtemps, avec un très gros profit à nouveau. Mais par contre, la position, elle était évidemment minimale par rapport à ce qu'elle devait être si je savais que la guerre en Ukraine allait se déclencher. Donc j'étais clairement sous-exposé sur ce secteur. Encore une fois, voyez, c'est une erreur. Évidemment, on ne peut pas tout forecaster, on ne peut pas tout prévoir, mais il faut être prêt aux surprises, parce que les surprises peuvent arriver pour l'année prochaine, pour les années suivantes, ils arrivent tout le temps, les surprises, et la solution est très simple, c'est la diversification. Donc ça veut dire que dans ma diversification de mon portefeuille, il me manquait un secteur énergétique très clairement. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut y investir? Peut-être pas, vous voyez, donc là peut-être je répète encore une nouvelle fois une erreur. Si vous regardez aujourd'hui les multiples des entreprises énergétiques, ça semble paradisiaque, parce que bon, vous allez avoir les PER à 4, à 5, mais parce que justement ils bénéficient de cette situation extrêmement particulière. Est-ce que ça va rester comme ça dans les années à venir? Je peux facilement imaginer, je ne sais pas si ça va se passer l'année prochaine, en 2023 ou un peu plus tard, que le pétrole chute suite à la récession. Nous voyons que par exemple la Chine ne s'en sort pas avec le Covid. Est-ce qu'il y aura des fermetures? Ce n'est pas impossible, parce que, vous voyez, Covid, c'est compliqué. Là, on s'est habitué à vivre avec, on s'est habitué à faire des tests, porter des masques, se protéger. Certains sont habitués à vacciner, donc là, on ne va pas lancer ce sujet. Mais dans tous les cas, si jamais ça dérape, si jamais le nombre des cas explose, comme ça a été dans l'année 2020-2021, on devra se refermer, parce que ça remettra en cause, en fait, ça remettra en danger, notamment les personnes fragiles du point de vue de la santé. Donc tout ce que je veux dire, qu'il ne faut rien exclure. Tout est possible encore, parce qu'il peut y avoir d'autres variants, et on peut avoir des variants contre lesquels moyens de protection ne sont plus efficaces, les vaccins ne sont plus efficaces, etc. Donc il faut être vigilant. Parce qu'en Chine, ça paraît à nouveau grave, et ça peut impacter à nouveau la consommation, les relations internationales, les chaînes d'approvisionnement, et ça peut nous mener, parce que ça commence à faire beaucoup. Vous
vous êtes d'accord, parce que l'inflation, la guerre en Ukraine, Covid qui ne s'arrête pas, encore il y a d'autres virus qui sont en train de circuler. Donc bref, tout cela ensemble, ça commence à faire vraiment un cocktail Molotov en fait pour l'économie mondiale. Et au bout d'un moment, la seule solution que la communauté internationale et les régulateurs apportaient à toutes ces crises, c'est d'imprimer de l'argent, d'en faire des injections monétaires, qui est déjà très difficile dans un contexte de l'inflation élevée. Toutes ces solutions peuvent ne pas suffire et nous pouvons faire face à un énorme crack. Je vous en parle depuis le début de la chaîne. Je ne suis pas quelqu'un qui parle que des crises boursières, vous le savez, j'espère, mais aujourd'hui, je me permets un petit peu d'être alarmiste parce que quand nous en rentrons dans la situation où quasiment tous les risques se sont mélangés, il faudra d'autres solutions peut-être plus radicales parce qu'il faut nettoyer le système, il faut voir comment on fait pour déleverager, on va dire, tout cet argent qui ont été injectés dans le système. C'est fragile, je ne vois pas pour l'instant l'avenir rose, en tout cas de point de vue macroéconomique. Mais est-ce que je vois l'avenir rose de point de vue boursier? Vous savez, la bourse et l'économie réelle, ils sont décorrélés depuis un certain moment. Et ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a des capitaux et la bourse, c'est un des principaux marchés où on peut placer de l'argent. S'il y aura une crise, ça sera certainement une crise obligataire. Le marché obligataire, c'est le fondement du capitalisme, je vous disais déjà dès le début de ma chaîne aussi, encore une fois, et ça reste le cas. S'il y aura une crise obligataire, forcément ça va toucher tous les marchés, y compris le marché d'actions. Mais par contre, les capitaux devraient se placer quelque part. Où est-ce qu'ils peuvent se placer? Ça, c'est la question que je vous pose. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez les alternatives. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, si jamais on veut chercher un refuge, on se place sur les obligues américaines. Et les obligues américaines sont vues comme un placement le moins risqué. Et donc, si jamais on veut ne plus investir, on met le cash sur ces placements-là. Mais imaginez que ce marché sur lequel on a l'habitude de se cacher de toutes les crises, de toutes les intempéries économiques, devient risqué. Donc dans ce cas-là, il faudra se placer quelque part. Ça ne sera pas les cryptos, certainement, mais il faudra trouver un autre marché. Et pourquoi pas, ça ne serait pas le marché des actions. Après, peut-être que ce marché des actions va être segmenté pour séparer les actions, ce que j'appelle la catégorie A, les de grande qualité, où il y a une forte visibilité, bon bref, j'en ai déjà parlé 10 000 fois, je ne vais pas tout répéter, et d'autres actions, en fait, moi je les catégorise en 4 catégories A, B, C et D, et probablement la catégorie A et la catégorie B vont peut-être devenir des nouveaux placements sans risque, entre guillemets, où par rapport aux autres, on voit le moins de risques, et peut-être c'est là où le capital peut paradoxalement aller, tandis que la macro générale peut être même catastrophique. Donc, mais ça, c'est juste une hypothèse. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça peut arriver. Moi, je ne vois pas une autre alternative que les actions, parce que les obligations, ça devient risqué. Le marché monétaire, donc forcément, ça, c'est aussi lié avec le système macroéconomique et même monétaire. Donc, du coup, à part les actions, je ne vois pas grand-chose. Après, la profondeur des marchés n'est pas suffisante sur les autres marchés. Les comos, mon crypto, je parle même pas, c'est de la rigolade. Il n'y a que les actions qui restent, après l'immobilier. Mais l'immobilier, encore une fois, vous savez, c'est un secteur aussi parmi ce qu'on appelle les underdogs. C'est le secteur qui a souffert, notamment aux États-Unis, parce que aux États-Unis, l'immobilier, il est très sensible au taux, parce que je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur l'immobilier que la manière comment les Américains financent leurs acquisitions immobilières est très particulière, donc du coup ils prennent un certain risque des taux parce que leur échéance peut varier en fonction du niveau de taux actuel, dans certains cas. Donc après évidemment il y a différents types de financement aux États-Unis comme en France. En France, on se finance à taux fixe, c'est assez simple, on est gâté. Hein. Franchement, on critique souvent la France, mais je trouve que le système financier français, il est solide, il est beaucoup plus fiable que dans le monde anglo-saxon. Et nous pouvons aussi profiter des taux fixes assez abordables jusqu'à aujourd'hui, même toujours. Les taux fixes, surtout si on les compare par rapport à l'inflation, sont assez intéressants. Je n'ai pas fait encore la vidéo sur l'immobilier français, l'immobilier physique, je n'ai pas oublié, je vous ai promis, je vais le faire. Et dans ce cas-là, on va
en parler plus en détail. Donc du coup, l'immobilier ne faut pas oublier, mais ça dépend comment on investit dans l'immobilier, dans quel immobilier on va acheter. Est-ce que ce sont les REIT américains ou bien ce sont l'immobilier français auquel nous sommes habitués, dans lequel nous vivons, de lequel nous mettons en location. Un autre secteur qui a non seulement souffert, mais qui s'est littéralement effondré cette année, c'est la catégorie C et D. Donc, c'est les fameuses actions de Cathie Wood dans ses fonds ARK Invest, qui je pense que doit être au bord de la faillite en ce moment. Ce sont les valeurs qui étaient à la mode pendant le Covid, qui s'échangeaient avec des multiples absolument extraordinaires, genre 1000 comme peut-être pour Tesla, ou je sais pas, les différents services en ligne, Zoom, etc. Donc ce sont des actions qui étaient massacrées cette année. Mais ça, c'était prévu. Franchement, j'en ai déjà beaucoup parlé, je pense que c'est absolument normal, et c'était une bulle, tout simplement. C'est une bulle qui s'est éclatée, et c'est une bulle qui s'est éclatée pas au niveau de toute la bourse, mais au niveau d'un seul segment boursier. Qui a fait, on a vu les baisses de genre 80%, même parfois 90% sur certaines valeurs. C'est normal, en fait, ça arrive dans la vie. Ce qui est paradoxal cette année, c'est uniquement que ça n'a pas tellement affecté les indices. Les indices ont baissé, mais c'est quand même pas une baisse vertigineuse. Parce que le poids de ces valeurs dans les indices n'était pas énorme. Les indices sont déséquilibrés. Je vous rappelle à chaque fois que l'impact des GAFAM, il est énorme. Il est juste énorme dans les indices boursiers américains. Et donc, quand vous regardez la bourse, vous regardez en grande partie, genre une dizaine des plus grandes valeurs qui pèsent le plus dans ces indices. Donc toutes les entreprises comme ServiceNow, comme PayPal, comme Zoom, ils pèsent un petit peu, mais pas énormément sur les chiffres que vous voyez dans les indices. Voilà, donc ces secteurs ont été massacrés, mais ça, c'est là-dessus j'avais raison, parce que là j'en avais parlé déjà depuis mi-2021, qu'il faut vraiment s'en débarrasser des actions de la catégorie D surtout. Après, il y en a d'autres, il y a quelques exceptions, bien évidemment, même dans la tech, notamment IBM. Mais IBM, vous savez, c'est un peu vu comme une old tech, que je pense que c'est une des rares valeurs qui s'est bien sortie. Mais en tout cas, les valeurs comme notamment Tesla, qui était vraiment à la une de tous les médias économiques à la fin de cette année, qu'on va encore reparler l'année prochaine. D'ailleurs, je fais une postulation sur mon site mindthecash.fr par rapport à l'action Tesla. Je fais l'analyse plus détaillée de cette action. J'ai également indiqué les niveaux à partir desquels je vais commencer à acheter cette action. Et cette action devient intéressante pour les positions optionnelles, dont je parle souvent dans le club Option Invest. Et on va pouvoir construire l'année prochaine, je pense, les stratégies assez intéressantes, un petit peu comme moi je fais pour Meta, sur Tesla. Parce que Tesla, c'est vrai que pour l'instant, elle reste toujours cher. Vous savez, même après la chute, je ne sais plus combien, la chute est déjà à plus de 70% depuis c'est plus haut. Même aujourd'hui, elle reste relativement chère. Donc il faut quand même être vigilant que nous ne sommes pas en face d'une chute ou d'un effondrement du titre ou un effondrement du business, mais nous sommes en face d'une normalisation de la situation boursière. Donc ça, il faut bien comprendre ce phénomène. Voilà en ce que concerne la rétrospective, mais très rapide, de l'année 2022. Pour l'année 2023, je vous ai déjà parlé que GNL va rester à la une, donc ça, il faut bien regarder. Je pense qu'on peut commencer à regarder certaines valeurs automobiles, voitures électriques, bien évidemment. Notamment les valeurs chinoises. Vous savez que j'ai fait un pari, j'ai fait un très mauvais pari cette année, heureusement que je l'ai fait avec des options, sur les actions chinoises. Je pensais qu'il y aura un rebond, il y en a pas eu, donc il y en a eu, mais trop tard, un petit peu trop tard. Par contre, je vois un certain accord entre la Chine et les États-Unis, et encore une fois, on revient à la guerre en Ukraine, vous savez, paradoxalement. Donc là, par contre, cette fois, dans le côté politique, parce que vous savez, la guerre, en fait, l'année 2021 a commencé par une tension énorme entre les États-Unis et la Chine. Vous savez, Trump, quand il était président, il était énormément critiqué par les démocrates par rapport à sa posture envers la Chine, par rapport au fait qu'il a déclenché la guerre commerciale. Et comme ça arrive souvent dans la politique, qui est quand même pas l'endroit le plus honnête au monde, c'est que dès que les démocrates reprennent la Maison Blanche,
il commence à faire exactement la même chose. Par contre, le discours n'est plus le même. Joe Biden, quand il est devenu président, il a annoncé que leur plus gros problème, c'était à l'époque, c'était pas la Russie, mais c'était la Chine. Il s'est largement trompé, comme on me voit aujourd'hui. Bon, c'était pas du tout la Chine, mais c'était la Russie qui devait être son plus gros problème. Et aujourd'hui, nous observons un certain rapprochement des États-Unis et la Chine sur le fond de la Russie. Parce que la Chine, au début, elle a soutenu la Russie, même si c'était pas ouvertement, mais en cachette, elle ne s'est pas opposée à l'invasion de l'Ukraine, parce que, comme Vladimir Poutine, il croyait que la victoire sera rapide, et donc du coup, la Chine pourra en profiter pour éventuellement bouger ses pions en Taïwan. Je ne sais pas quelle était leur stratégie, moi je ne suis pas un expert de la géopolitique, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et aujourd'hui, vu que Vladimir Poutine, il a déjà perdu, l'Ukraine n'a pas encore gagné, mais Vladimir Poutine a clairement perdu. Aujourd'hui, c'est juste une question de temps quand est-ce que son régime va s'écrouler. Donc ça, c'est qu'il va s'écrouler. Après, quel dégâts elle va faire avant de mourir définitivement, ça c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Mais déjà, politiquement, c'est un cadavre. Donc ça, c'est clairement sûr. Ensuite, et du coup, la Chine, elle devrait aussi changer sa stratégie. Donc du coup, elle ne peut pas s'associer maintenant avec un cadavre politique. Et ils ont commencé les discussions avec les États-Unis, surtout après l'instauration du plafond pour les prix du pétrole, parce que la question principale était est-ce que la Chine va respecter ce plafond? Et pour l'instant, évidemment, on ne peut pas facilement avoir les informations fiables, mais en tout cas, les informations que je peux obtenir, c'est que il y a eu un espèce d'un deal entre les États-Unis et les Chinois, que en échange d'acceptation de ce plafond sur le pétrole russe, les Américains vont accepter une trêve dans la guerre commerciale. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Franchement, c'est une excellente nouvelle pour les bourses, pour le monde entier en général. Moi, je trouve que quand il y a au moins une trêve, quand il y a la paix, c'est toujours mieux quand il y a une guerre commerciale ou une guerre militaire. C'est quand même toujours mieux. Et maintenant, entre la Chine et les États-Unis, on peut constater qu'il y a une certaine amélioration. C'est pas une amélioration de fond. Les relations, les contradictions entre la Chine et les États-Unis restent toujours les mêmes. Rien ne s'est amélioré sur ce plan-là, mais en tout cas, à moyen terme, nous pouvons dire que les États-Unis, ils préfèrent d'agir avec les Chinois que agir avec Vladimir Poutine, ce qui est plutôt normal. Et je vous rappelle que pendant ces derniers mois, les actions chinoises, qui ont littéralement chuté et été massacrées cette année, ils ont été massacrés justement à cause d'une énorme prime géopolitique, notamment après la visite en Taïwan de Nancy Pelosi, donc en fait toutes ces tensions géopolitiques, comme quoi les actions chinoises seront délistées aux États-Unis, etc. Donc vous connaissez tous ces débats, et ça a fait vraiment massacrer les titres chinois qui valent actuellement rien du tout en bourse. Par contre, ce sont des super belles valeurs. Donc les Chinois, même, c'est du copier-coller de Nasdaq. Les valeurs comme Baidu, c'est Google. Après, Alibaba, c'est Amazon. Les voitures électriques sont même plus puissantes que Tesla, parce que le leader mondial actuellement au niveau des ventes des voitures électriques, c'est BYD, c'est le chinois également, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, en termes de voitures électriques, ils sont vraiment des leaders actuellement. Ils se mettent en tant que leaders sur pas mal de créneaux, comme les semi-conducteurs, etc., etc. Ça aussi enlève un certain risque d'une meilleure entreprise de semi-conducteurs TSMC, donc Taiwan Semiconductor. C'est le manufacturier taïwanais des puces. Donc c'est quand même très important, c'est un changement majeur si jamais cette information se confirme, qui nous permet d'investir à moyen terme sur les marchés asiatiques. Donc je pense que pour l'année 2023, mis à part les idées évidentes qui sont déjà bien pressées dans le GNL, on peut réfléchir à prendre des positions sur les marchés émergents, Chine et Taïwan. Donc ouais, il faut voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que l'amélioration géopolitique, le fait que Vladimir Poutine, finalement, il voulait se réunir avec la Chine, mais finalement, ses actions ont provoqué le rapprochement entre la Chine et les États-Unis. C'est peut-être l'inverse qu'il voulait. Et ça ouvrira vraiment énormément d'opportunités pour
rentrer sur le marché chinois avec des petites sommes, évidemment. N'oubliez jamais le respect de la gestion de risque. Franchement, ça c'est vraiment super important. Toujours penser que ça reste le marché émergent, tout peut se passer. Donc tout ce que je dis aujourd'hui, les accords d'aujourd'hui peuvent ne plus valables demain. Donc faites attention parce que ce n'est pas comme investir sur Nasdaq ou sur CAC 40, ce sont des choses quand même très très différentes. Voilà, donc ça c'est une des idées pour l'année 2023 que je vois. Je suis toujours assez optimiste pour le secteur de la défense. Je sais qu'il a un côté éthique, pour moi c'est éthique, pour certains d'autres pas. C'est le réarmement de l'Europe sera nécessaire sans aucun doute, parce que les aides militaires à l'Ukraine étaient massives. Et les Européens devront moderniser leur défense, leur arsenal militaire, déjà les chars, déjà les systèmes antimissiles, tout ça doit être mis à jour, notamment les pays frontaliers avec la Russie. Donc la Russie maintenant, il ne fait plus peur à personne, mais dans tous les cas, il y a eu énormément de matériel militaire qui a été donné à l'Ukraine, qui sera encore donné, donc du coup les entreprises qui les fabriquent vont tirer les épingles du jeu. Par contre, là où je suis un peu plus mitigé, c'est le secteur de la défense européen. Bon, Thales peut être ok parce que c'est une société plutôt technologique, mais il y en a d'autres. S'il y en a d'autres producteurs européens militaires, je pense qu'ils vont être mis à l'écart par les Américains parce que c'est un secteur extrêmement politisé. Donc forcément, c'est les Américains qui vont remporter quasiment tous les contrats. Donc c'est plutôt Lockheed Martin, c'est surtout Raytheon Technologies, c'est General Dynamics, et n'oubliez pas Boeing. Boeing, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est sous-valorisé à cause de sa filière civile, et cette entreprise qui a un très mauvais bilan. C'est une entreprise qui a un très mauvais bilan, mais surtout dans les circonstances actuelles. Même avant, je ne croyais pas qu'il pouvait faire faillite, mais dans les circonstances actuelles, c'est quasiment no way qu'il fasse faillite, parce que forcément cette entreprise, surtout maintenant, on en a besoin. Voilà, donc ça, ce sont des idées pour l'année 2023. Donc là, je vais les résumer. Donc l'énergie, tout ce qui est GNL, les énergies renouvelables, mais ça, c'était déjà le cas avant. Ensuite, la Chine, pourquoi pas? Il faut regarder les entreprises chinoises si les relations sino-américaines continuent à s'améliorer. Et puis, le secteur de la défense. Pour l'instant, je ne parle pas du secteur de la tech, parce que les taux vont continuer à monter. Je reste dans la perspective de la suite de la hausse des taux. On parle beaucoup d'un pivot, que la Réserve fédérale devra faire une marche arrière sur sa politique monétaire, mais pour moi, c'est très différent de faire une marche arrière et arrêter de monter les taux. Je crois à l'arrêt de la hausse des taux, parce qu'à un moment donné, ça peut représenter un risque pour le stock de crédit immobilier qui existe déjà actuellement aux États-Unis. Mais par contre, le fait qu'ils vont commencer à baisser les taux ou bien encore remettre les programmes de quantitative easing, hors la situation exceptionnelle, il faudra sauver vraiment les marchés financiers, je ne vois pas, pour l'instant en tout cas. Voilà. Mais les vidéos de Café Dimanche, n'oubliez pas de les regarder, s'inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On va en parler régulièrement, et si la situation change, je vais essayer de vous prévenir un bon moment. Après, concernant le projet Mind the Cash, maintenant je vais basculer sur la deuxième partie où je vais vous parler de quels sont mes challenges, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine. Bon, il y a beaucoup évolué, donc aujourd'hui on a le Café de Dimanche, ça devient ma vidéo principale, on va dire la vidéo directrice en fait, de la stratégie globale, où je parle de la macro, où je parle des différentes opportunités, et je me suis fixé certains objectifs assez concrets pour l'amélioration dès la première vidéo de Café de Dimanche. L'année prochaine, je vais commencer à le faire. Je vais commencer à structurer mieux le projet. Je ne vais plus lancer de nouveaux services ou quelque chose. J'ai deux bonnes nouvelles d'ailleurs cette année que j'ai oublié de vous mentionner, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc la vidéo de Café Dimanche va avoir une certaine structure. On va évidemment conserver la première partie qui est consacrée à la macro et aux actualités de la semaine. Ensuite, la deuxième partie sera consacrée purement à l'analyse technique. Et cette fois, je vais orienter l'analyse technique non seulement sur l'indice S&P 500, mais aussi sur Nasdaq
et CAC 40. Dans l'année 2023, un de mes projets, c'est d'orienter le projet Mind Cash un peu plus sur les actions françaises, parce que je comprends que vous avez souvent le PEA, et donc c'est les actions françaises qui vous intéressent le plus, et donc évidemment je vais essayer de répondre à ce besoin. Et la troisième partie de la vidéo Café de dimanche, elle va être custom, entre guillemets, donc là, je vais, selon la journée, je pense que je vais publier 3-4 vidéos Café Dimanche par mois, et donc selon le moment dans le mois où on se trouve, je vais choisir un sujet. Au début du mois, ça va être un sujet des trades spéculatifs. Je pense que ça va être assez passionnant, et on va prendre un pari spéculatif, notamment avec des options et avec des stratégies optionnelles que je présente dans le club Option Invest, et nous allons tenir un journal des trades pour voir les performances que nous avons obtenues durant l'année. Et ça va être vachement intéressant, je pense, à suivre un petit peu le track record de ces trades spéculatifs. Pour moi, l'année 2023, ça sera plutôt l'année de trading plutôt que l'année d'investissement, et donc du coup, cette rubrique va être très en ligne par rapport à ma vision de cette année. Après, ensuite, je vais avoir d'autres sujets. Je vais aussi piocher dans les secteurs, parce que sur Mind Cash Premium, j'ai des screeners par secteur. Je vais évidemment enrichir ces screeners. Je vais rajouter d'autres screeners. Et chaque mois, je vais choisir un des secteurs qui m'intéresse le plus, et je vais vous présenter les opportunités au sein de ce secteur. On va parler dans le même sujet, on va parler des ETF, parce que quand on investit dans un secteur, soit on peut faire du stock picking, soit on peut choisir des ETF. Et donc, une des vidéos par mois sera consacrée à un secteur spécifique. Donc, tout sera dirigé par le Café de dimanche, parce que malheureusement, j'ai des contraintes de temps, je ne peux pas faire beaucoup de vidéos. C'est peut-être décevant pour les personnes qui préfèrent les vidéos courtes. Moi, j'ai un petit peu du mal avec les vidéos courtes, pas parce que je ne les aime pas, mais surtout parce que j'ai pas énormément de temps pour enregistrer les vidéos. Quand je peux, je le fais. Normalement, je l'enregistre le samedi, et je suis obligé de grouper un peu différents sujets dans mes vidéos de Café Dimanche. Par contre, ensuite, je vais découper la vidéo de Café Dimanche, et je vais déposer durant la semaine les vidéos qui sont sur des sujets spécifiques. Comme ça, pour ceux qui ne veulent pas regarder une vidéo longue, ils peuvent regarder uniquement ce qui les intéresse. Voilà. Je vais aussi redonner une deuxième vie à la catégorie qu'on avait déjà il y a longtemps sur la chaîne Mind Cash, c'est les analyses des actions. C'est quand vous me posez les questions et je fais l'analyse très rapide des différentes actions. Je pense que je vais publier ces vidéos de temps en temps, peut-être une fois par mois. Je vais collecter les questions sur les chaînes Telegram, partout sur les réseaux où je suis présent, pour ensuite sélectionner la liste des actions qui vous intéressent le plus, et comme ça je vais faire une analyse très rapide dans une seule vidéo, analyse technique, analyse fondamentale, les principaux ratios, pour vous donner une idée quelle est mon opinion par rapport à telle ou telle valeur. Voilà, c'est ça à quoi va ressembler le contenu de la chaîne Mind Cash pour l'année 2023. Pour ceux qui sont abonnés à mes services comme Option Invest et Premium, là vous allez avoir beaucoup plus de nouvelles choses, beaucoup plus de nouveaux contenus. Notamment, le club Option Invest doit migrer sur le site mindcash.fr depuis le Facebook. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le Facebook. Moi, d'ailleurs, j'aime pas non plus. Et ça va devenir un espèce d'un forum qui va évoluer au fur et à mesure, où je vais poster de plus en plus de modules. Attention, dès que je migre sur le site, peut-être même avant, le prix d'abonnement va augmenter pour Option Invest. Donc, si vous voulez en profiter, faites-le maintenant, parce que je pense que déjà, dès le mois prochain, vous risquez de ne plus avoir le même prix. Je vous rappelle que Club Option Invest, vous payez une seule fois et vous avez l'accès à vie, donc ça va rester comme ça. Mais par contre, le prix que moi je trouve extrêmement intéressant, en 149,99 € que je présente aujourd'hui, c'est une opportunité. Donc si ça vous intéresse, saisissez-le maintenant, parce que ça va plus être le cas d'ici déjà quelques semaines. Ensuite, pour le Club Premium, évidemment, c'est ma priorité, parce que je vais le faire évoluer énormément. Plus il y aura plus de screeners, il y aura plus d'articles, donc ça va évoluer énormément. Donc je vais fournir beaucoup plus de nouveaux contenus analytiques dans le cadre du projet d'abonnement Mind Cash Premium. Je vous rappelle également, pour ceux qui font partie du club Option Invest, vous avez un moyen de vous inscrire en prix réduit pour les abonnements premium. Ensuite, bonne nouvelle que j'annonce, que certains connaissent déjà, que maintenant je suis un partenaire de Interactive Brokers, donc vous pouvez aussi trouver le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo, et je vais commencer à faire des vidéos
des tutoriels pour Interactive Brokers parce que c'est un courtier que moi je recommande. Je trouve que c'est un courtier qui propose le service le plus complet. C'est un courtier à bas coût, donc qui ne coûte pas cher. En fait, les passages d'ordre ne coûtent pas très cher, mais il y a un seul défaut entre guillemets de ce courtier, c'est que l'interface n'est pas très intuitive. Surtout si vous êtes débutant, c'est quand même assez difficile d'aborder cette interface. Et j'ai comme défi pour l'année 2023 de faire une série de vidéos comment utiliser Interactive Brokers. Ça va être gratuit parce que je suis leur partenaire, donc j'ai envie aussi de me faire un apporteur d'affaires pour eux. Je gagne pratiquement pas d'argent, donc ne croyez pas que je suis payé systématiquement par Interactive Brokers, c'est pas le cas. Je fais plus pour avoir un réseau de partenariat avec des entreprises avec lesquelles moi-même je travaille et que moi j'apprécie énormément. Deuxième bonne nouvelle que vous ne le savez pas encore, que maintenant je vais signer également le partenariat avec Seeking Alpha. Donc Seeking Alpha, je pense que c'est un service que vous connaissez également. C'est un service d'analytique où j'ai également aussi un abonnement que j'utilise beaucoup quand je fais mes posts sur Mind2Cash Premium. Et là, je suis en contact avec eux, rien n'est signé pour le moment. Je vais voir comment nous avançons ensemble et je vais évidemment communiquer toutes ces informations prochainement dans mes vidéo. Voilà mes amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter ou vous avez déjà profité des fêtes, vous vous êtes bien reposés. Je vous souhaite encore une fois tout le meilleur. J'espère que l'année 2023 va nous apporter des bonnes nouvelles, que toutes les mauvaises nouvelles vont rester dans l'année 2022. On va travailler ensemble, on va rester ensemble. J'espère que notre communauté va grandir. J'adore notre communauté, je vous adore mes amis. C'était vraiment super sympa cette année que nous avons passé sur la chaîne Mind2Cash et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine en 2023. Mind2Cash, bye bye.